Florentino Pérez, les amis, le président emblématique du Real Madrid, a été invité une nouvelle fois sur le plateau de El Chiringuito, la grosse émission espagnole en général qui parle d'actualité footballistique et sportive, avec bien sûr pas mal de côté théâtral, pas mal de côté grande surprise, révélation, what the fuck, en tout cas vous connaissez un petit peu tout ça, pour faire grossir l'audience et la maintenir tout au long de l'émission. Une entreprise aussi, bien sûr une émission pardon, qui invite pas mal de grosses têtes de différents secteurs pour simplement aujourd'hui dire les termes. En tout cas, Florentino Pérez avait promis à Josep Pedrerol qui gère l'émission de revenir si le Real gagnait la Champions League et du coup chose faite, chose promise, chose due. Donc au final, Florentino Pérez a pu parler de toute l'actualité du Real Madrid en parlant du stade, de l'effectif, du mercato, des recrues déjà arrivées, celles qui sont pas arrivées comme Mbappé ou qui sont encore à venir. Parler du PSG, des équipes concurrentes en Espagne comme en Europe, la relation avec l'UEFA, etc. ou même la Super League. Il a parlé de tout, du coup on va décrypter tout ce qu'a dit le boss, le meilleur président du monde dans cette vidéo. Et je vous rappelle aussi les amis que si vous êtes un grand fan du Real Madrid et même globalement du football espagnol, cette chaîne est faite pour vous car ici on fait les analyses de matchs, d'avant-match, du mercato, le profil des joueurs, entraîneurs, des équipes. On parle vraiment de toute l'actualité avec qualité, précision et sans langue de bois car ici on est fan d'une seule chose, la vérité, et on dit les termes. En plus la chaîne comme je l'ai dit va parler aussi bientôt en dehors de 100% Real Madrid, de parler un peu du Barça, d'Atlético, de Séville, Villarreal, de temps en temps, pas tout le monde, mais c'est histoire surtout d'analyser les concurrents du Real Madrid, comprendre comment ils fonctionnent, comprendre comment ils peuvent évoluer aussi, afin de mieux cerner l'adversaire. Du coup, si t'aimes le Real ou le football espagnol, rejoins-nous car on est bientôt 40 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir en un peu plus d'un an. Du coup, si tu veux aider à agrandir la communauté, fais-toi plaisir en tout cas, t'es au bon endroit. Alors déjà, monsieur Florentino Pérez qui était accueilli sous un tranquillo, comme il a notamment été repris pas mal de fois quand il avait dit aux fans à l'époque pour signer certains joueurs comme Haaland et Mbappé, tranquillo chico, finalement on n'a eu aucun des deux, mais en tout cas il était très content de revenir sur le plateau. On lui a posé la question, est-ce que la 14e Ligue des Champions est bien la meilleure? Lui il a dit notamment qu'ils avaient éliminé 3 équipes très importantes avec 3 matchs en tout cas magiques au Bernabeu. C'est une Ligue des Champions dont on se souviendra toute la vie. Et c'est clair que quand tu élimines le favori, le Paris Saint-Germain sur le papier, que tu élimines le champion en titre Chelsea et que en plus tu élimines City et Liverpool qui sont considérés au niveau du jeu et des effectifs aussi comme le PSG, comme globalement les favoris, même si pour moi City et Liverpool étaient vraiment les meilleures équipes du monde en termes de jeu et en termes de qualité d'effectifs, bah franchement c'est énorme. T'élimines le Paris Saint-Germain détenu par le Qatar et de l'autre côté les top 3 des équipes anglaises, forcément la Ligue des Champions elle est incroyable et encore plus au vu des remontadas, du contexte de ton effectif à toi qui était pas vu du tout comme un favori et avec les nombreuses soirées magiques que tu as connues, etc. pendant la Ligue des Champions, bah c'est forcément une des plus grandes de l'histoire, tu vois. Après, on lui a posé la question, est-ce que c'est le meilleur effectif qu'a connu le Real Madrid depuis longtemps? Il a dit, pour gagner, il faut un certain alignement des planètes et on l'a eu cette année. Il a eu un nouvel entraîneur, des jeunes joueurs, et comme l'a dit Carlo Ancelotti, ces joueurs sont des madridistas et ça se ressent sur le terrain. Et c'est clair que tu vois, l'effectif, au-delà de la qualité individuelle, parce qu'il est clair qu'on n'a pas de joueurs comme Cristiano Ronaldo, etc. Mais globalement, les joueurs qui sont là, pour la plupart, étaient déjà là avant. C'est des mecs qui ont encore plus grandi, encore plus mûri dans le jeu et qui ont encore plus progressé. Mais surtout, ce qui a frappé le club cette année, même les supporters, c'est que le club et le groupe vit extrêmement bien. Le mélange entre l'expérience et les plus jeunes, les nouvelles recrues et les anciens, s'est fait admirablement. Personne s'est plaint de sa situation de remplaçant ou du moins très peu de joueurs. Et du coup, t'avais un roulement, t'avais des conseils, t'avais en tout cas une solidarité qui était impressionnante, où ça comptait sur les remplaçants, sur les entrants pour faire la différence, apporter du sang frais, etc. Et c'est clair que quand un groupe vit aussi bien, et c'est ce qu'on ressent dans les interviews des différents joueurs, etc., bah clairement, tu vois que le groupe ne peut que se tirer vers le haut, qu'il y ait de la concurrence, qu'il y ait en tout cas des situations qui peuvent être un peu plus injustes pour certains par rapport à d'autres, mais au final, tout le monde tire dans le même sens, car le collectif passe avant l'individualité. Et aussi le fait que des joueurs comme Vinicius, comme Rodrigo Camavinga, etc. ont toujours rêvé de venir au Real Madrid, qui portent le maillot dans leurs veines, etc. depuis qu'ils sont tout petits, l'institution, les couleurs et les valeurs du Real Madrid, bah ça se ressent, parce que des mecs aussi comme Valverde qui se donnent comme 15 000, franchement ça fait extrêmement plaisir. C'est pas comme des Gareth Bale qui après quelques saisons on avait plus rien à foutre, tu vois. Donc non seulement on a créé un groupe solidaire, professionnel mais aussi rigoureux, et autant les jeunes, etc. ont les valeurs du madridisme et se battront toujours pour le maillot, même dans les situations les plus désespérées jusqu'à la dernière seconde, et ça c'est beau. Après ils ont demandé est-ce que le PSG est un club ami. Alors lui il a répondu, tous les clubs sont des amis, tout le monde est des concurrents. Pour ainsi dire, il n'y a pas forcément de relation ni chaude ni froide, ce qui compte avant tout c'est le Real Madrid et pas les autres, quoi. Et il a tout à fait raison. Après il a dit, on lui a posé la question, vous avez eu à vous battre contre le PSG pour Tchouaméni, recruter un joueur contre un club état a peut-être plus de saveur. Il a dit, Pérez, c'est ce que Tchouaméni a raconté. Mbappé lui a demandé s'il voulait venir au PSG et il lui a répondu qu'il voulait le Real Madrid. Ce qui n'est rien d'inhabituel en tout cas en général dans le transfert.
dans le mercato, on ne pense pas aux clubs contre qui on rivalise, mais l'histoire des clubs États est un problème que nous devons régler. Dans le sens, il dit ça parce qu'il est clair que Tchouaméni, dans sa conférence de presse, etc., d'arriver au Real, que Mbappé a fait un petit peu le directeur sportif en essayant de le convaincre de venir au PSG, pour le créer en tout cas un peu plus de colonies françaises au PSG, surtout être représenté par les jeunes espoirs du pays et gagner le premier titre du PSG avec des joueurs français au maximum, surtout des grands joueurs comme ça en devenir. Et il est clair que Pérez, tu vois, il sait très bien que l'histoire du Real Madrid, que l'institution, que les trophées, les résultats, en tout cas les performances et le groupe qu'on a parlent plus que l'argent de base, même s'il est clair que Tchouaméni, on l'a payé 100 millions d'euros en comptant le transfert et les bonus, bah globalement, l'histoire du Real Madrid, ce qu'on représente et les valeurs, ça intéresse plus les jeunes joueurs, globalement les joueurs, que des clubs États juste dirigés par de l'argent avec aucun prestige derrière. Il est clair que les clubs États, dès qu'ils se mettent en concurrence avec du coup un autre club, bah ça fait monter les prix, ça fait des exigences astronomiques en termes de transfert, de budget, etc. Et ça permet de contourner les règles trop facilement. D'où le fait que du coup les clubs États, que ce soit City, le PSG et d'autres, détenus par des milliardaires et des milliardaires, forcément ça a un problème parce que du coup ça fausse le jeu, ça fausse le fair play financier et ça empêche vraiment toute négociation qui soit saine. Et dans tous les cas, il faut que toi en tant que club, tu te mettes malheureusement à la hauteur des exigences aussi de certains clubs qui sont vendeurs, qui font monter les prix et malheureusement tu es obligé de t'aligner. Est-ce que la Super League est encore en vie? Alors il a dit bien sûr, nous allons devant le tribunal du Luxembourg et on aura plus de visibilité dessus dans peu de temps. On verra ce qu'ils disent. Nous pensons en tout cas avoir le droit de créer une compétition entre nous. On comprend que l'UEFA a un monopole. Et moi, la Super League, j'avais déjà exprimé mes sentiments là-dessus. La Super League, certains disaient que ça tuait le football. Moi, j'étais d'accord dans un premier temps. Mais là, aujourd'hui, quand tu vois que l'UEFA n'arrête pas de surcharger le calendrier aussi avec la FIFA, avec des compétitions internationales pendant les trêves, la Ligue des Nations placée en juin, en fin de saison, parce que tout le monde est éclaté, la Coupe du Monde placée en hiver pour les intérêts du Qatar en plus, un pays où le football ne doit pas être développé tellement ça sert à rien là-bas. Juste pour de l'argent, où les joueurs sont éreintés en fin de saison, ils sont pas respectés au niveau des droits, du repos et tout ça. Qu'en plus de ça, maintenant la Ligue des Champions 2024 va changer de formule avec des groupes beaucoup plus grands, beaucoup plus étoffés, des équipes de chaque coin du pays, du continent de l'Europe, avec plus de clubs qui vont avoir accès mais qui vont fausser un peu le niveau. Tu vois, il y a pas mal de choses qui vont rentrer en compte dans les prochaines années, des formules qui passent de plus en plus, et pourtant qui sont quasiment similaires à la Super League. La Super League se voulait un peu plus fermée, mais ça permettait aux plus gros clubs, et aussi au football mondial, d'apprécier un peu plus la qualité du vrai football, de resserrer en tout cas le niveau, le rendre plus élitiste certes, mais en tout cas beaucoup plus appréciable à regarder. Pas des équipes qui vont affronter des clubs de Moldavie ou je ne sais où, qui réduisent le niveau, qui faussent par moments aussi l'équité, dans le sens où c'est totalement déséquilibré au niveau des phases de groupe, au niveau aussi des chances d'accéder à tel tour. Et pour moi, la Super League, c'est un moyen certes de regrouper les meilleures équipes, etc. Mais c'était aussi le moyen de mettre la pression sur l'UEFA, de changer certains formats qui étaient à mon sens un peu aberrants et qui empêchaient du coup le monopole. Parce que de base, le monopole est interdit. Et du coup, ces clubs-là veulent créer les règles qui leur permettent simplement de se libérer du monopole de l'UEFA, qui leur impose des règles un petit peu trop strictes avec des moments, ou des fois des règles parfois aberrantes. Mais après, la Super League, on est d'accord, le football de base, c'est un sport qui doit être partagé dans le monde entier. Et du coup, de donner les mêmes chances à tout le monde, aux petits, aux moyens et gros clubs. Mais après, la Super League, comme il a dit Pérez l'autre jour, que le modèle qui était élitiste de base tend à évoluer pour donner accès à des clubs aussi moyens à la Super League, avec un système de montée, descente, etc., qui donnait une chance à tout le monde sur le court, moyen et long terme. Du coup, les défauts de base qui étaient décriés allaient être corrigés par la suite. Et finalement, la Ligue des Champions va prendre un format quasiment similaire. Donc forcément, qu'est-ce qui est meilleur entre une Ligue des Champions qui veut le même format mais qui accueillera des équipes pas forcément très intéressantes et qui a un système aussi aberrant, ou une Super League qui se veut vraiment assumer jusqu'au bout et en plus avec des valeurs peut-être plus intéressantes pour les clubs à court, moyen, long terme. Donc du coup cette histoire à mon avis n'est pas prête de s'arrêter. Donc après, que s'est-il passé avec Mbappé? Alors il a communiqué à tout le monde son souhait, son rêve de jouer au Real Madrid, il l'a manifesté publiquement, on le voulait en août dernier mais ça n'a pas été possible, le PSG a refusé de le vendre. Il s'est ensuite passé beaucoup de temps entre l'été dernier du coup et maintenant. Il fallait attendre 1 an et 15 jours avant seulement. La situation a changé. Je pense que c'est à cause de la pression politique qu'il y avait et aussi pour des raisons économiques. Il y a eu un blocage et je pense que lui a fait la chose la plus simple pour débloquer tout ça. Alors il est clair que Mbappé, non seulement aujourd'hui n'est plus aimé du madridisme, etc., mais aussi il faut comprendre. J'en avais fait une vidéo dessus après son faux transfert, parce que quand un joueur dit publiquement quasiment qu'il veut venir au Real Madrid, qui fait le forcing avec le PSG pour pouvoir partir, qu'il dit lui-même dans la presse en critiquant Leonardo et Nasser que c'est pas normal qu'un président dise que tu ne partiras pas, même gratuit, on te laissera pas partir, on trouvera tous les moyens du monde pour pas que tu partes, c'est chaud. Quand en plus de ça, t'as l'État du Qatar et même la France avec Macron qui se mettent à l'intérieur du débat,
forcément, t'as la pression politique de rester en étant la méga star française, la méga star en devenir du football mondial, qui attire les sponsors, qui attire les droits de TV, qui aide la France à avoir une plus grosse visibilité au niveau de la Ligue 1, des compétitions, et de montrer que la Ligue 1 peut être sympa. Qu'en plus, t'as Macron qui vient de parler, même Sarkozy est venu le parler, que l'émir du Qatar s'est déplacé en personne pour venir lui parler, parce que eux, ils ont les intérêts économiques, ils ont mis 180 millions d'euros sur le bonhomme, ils l'ont prolongé, qu'un salaire astronomique et tout ça. Et là maintenant, c'est limite, s'ils l'ont pas racheté une deuxième fois, tellement mon salaire est exorbitant, plus prime à la signature et tout ça. Franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est clair que Mbappé, quand on se met à sa place en tant que jeune garçon, avec autant de pression sur les épaules, même si tu as eu pendant plus d'un an l'envie de venir au Real, que tu savais que tu allais venir et que 15 jours avant tu changes d'avis, d'avis comme de chemise, bah ouais, forcément les Madridistas sont déçus, on est tous déçus, parce que t'as donné ta parole et tu l'as pas tenue, et c'est horrible. Mais après on peut comprendre derrière les pressions politiques, etc. Parce que même si le Real Madrid donnait beaucoup d'argent à Mbappé entre la prime et le salaire, c'était beaucoup moins que ce qu'a donné le PSG. Et de l'autre côté, la pression politique et sociale s'est faite vraiment énorme. Et d'un côté, je trouve ça pas normal que le politique prenne le dessus sur le sportif. Le PSG a refusé quand même 200 millions l'été d'avant pour Mbappé. Après, ils refusent encore de le laisser partir. Ils arrivent à le prolonger derrière. Alors oui, ils ont gagné cette bataille pour conserver un des meilleurs joueurs du monde et potentiellement un mec qui peut remporter le Ballon d'Or dans les années à venir. Et pour garder le projet Ligue des Champions, etc. Avec Messi, Neymar et toute la clique. Mais pour moi, c'est pas normal que deux émirs, enfin l'émir du Qatar, les mecs des dirigeants du Qatar, plus les dirigeants de la France, président, etc. compris, prennent la parole pour ça en fait. Je veux dire, le président Macron, t'as d'autres problèmes à gérer dans ton putain de pays que d'aller gérer Mbappé en fait. C'est pas normal. Après, ils ont parlé du fait que Mbappé a beaucoup changé dans son discours et dans sa manière de faire. Donc il a dit, Pérez, ils nous ont dit que ça avait changé et on a vu qu'il a changé de lui-même. J'ai été choqué notamment de voir qu'il ne voulait pas participer à un événement publicitaire avec ses coéquipiers en sélection. Puis, il y a une série de choses. Ils, entre guillemets le PSG, lui ont proposé d'être le leader de la direction du club. Et là, on s'est dit, ce n'est pas le Mbappé qu'on voulait recruter, c'est un autre qui a dû changer de rêve. Il est très jeune, la pression nous affecte tous. Le président de la République l'a lui-même appelé, ça touche un gamin, même si ça n'a pas beaucoup en tout cas de sens qu'il soit appelé par le président français. Vous pouvez prospérer dans une autre équipe, comme l'a fait Zidane à son époque, et être une fierté pour le président. Je ne sais pas pourquoi de telles choses se produisent. Et là, il est clair, donc ça rebondit sur ce que j'ai dit juste avant, Macron, notamment, est intervenu, mais c'est pas son domaine d'activité normalement. Et en plus, le PSG, non seulement ils ont donné énormément d'argent à Mbappé, plus le lead sur le terrain, vu que c'est lui le meilleur joueur en tout cas, et qui fait tout au fer et au moulin, et qui porte le PSG dans toutes les compétitions, et le projet sportif. Mais là, surtout le fait que maintenant Mbappé a un droit de regard sur absolument tout, dans la direction du club, dans les recrues, et on l'a vu avec Tchouaméni. C'est lui-même qui a essayé d'influencer Tchouaméni de venir au PSG. Donc tu vois, ça commence déjà. Il est partout Mbappé. Maintenant, c'est limite lui qui va dire à Nasser que c'est lui qui le prolonge, tu vois. C'est pas Nasser qui va prolonger Mbappé, c'est Mbappé qui va prolonger Nasser. C'est quand même abusé. Un club qui se met autant à genoux, même carrément un État, ou deux États maintenant, en comptant France et Qatar, qui se mettent à genoux pour un joueur, c'est aberrant. Un mec de 22 ans qui n'est qu'un joueur de foot. Ce n'est qu'un joueur de foot. C'est pas un mec qui a sauvé le monde, c'est pas un mec qui a sauvé des vies. On parle d'un métier, les amis, qui est certes beau et passionnant, mais c'est pas un métier essentiel au monde, le football. Qu'on se mette d'accord. C'est pas un grand monsieur, c'est pas un mec qui a un prix Nobel, qui a sauvé des vies, etc. C'est un sportif. Vous vous rendez compte de la démesure de la situation quand on parle d'argent, de millions d'euros? C'est abusé. Certes, des centaines de millions d'euros, voire des milliards, mais là, c'est abusé. Et que le président Macron, que l'émir du Qatar se mettent dedans, c'est pas normal. Et comme il a dit juste après Pérez, le roi d'Espagne, jamais tu le verras venir interférer pour faire signer un joueur. Jamais de la vie. Et aucun président, normalement, d'un pays normal ne ferait ça. Parce qu'ils en ont rien à foutre du foot. Ça amène peut-être du tourisme, de l'économie, etc. Mais ce n'est que du football, ce n'est que du sport. Ce n'est pas quelque chose de vital pour l'économie, ni vital pour la vie des gens. C'est juste une passion, bordel. Et ça, c'est les joueurs qui dépassent les institutions, c'est pas normal. C'est pas les valeurs du Real, c'est pas les valeurs d'un grand club, et encore moins des plus grands clubs du monde. Les institutions sont toujours au-dessus des joueurs. Il n'y a personne qui va décider des recrues, des entraîneurs, des décisions en interne, de la formation, de qui joue pas, qui doit partir, qui doit rester, c'est hors de question. Et encore plus, gagner plus d'argent que normalement l'équipe peut en donner, le club peut en donner pour mettre à mal la situation financière d'un club. C'est hors de question, tu vois. Et pour moi, Mbappé qui soit pas venu au Real Madrid, avec le salaire qu'on lui donnait, je trouve ça, écoute, tant mieux qu'il vienne pas. Parce que gagner plus que Cristiano Ronaldo à son époque, qui était ballon d'or, multiple ballon d'or, etc., c'est pas normal pour un joueur qui a ni Ligue des Champions ni Ballon d'Or. Certes, la Coupe du Monde qu'il a eu quasiment en commençant la carrière, mais ça suffit pas.
La Ligue des Champions, en avoir plusieurs, c'est bien mieux qu'une Coupe du Monde. Et le Ballon d'Or, ça vaut plus en tant qu'individualité que collectif, tu vois. Enfin, qu'un trophée collectif comme la Coupe du Monde. Parce que là, on parle d'un joueur, on parle pas de signer tout un club. On parle de signer un joueur qui a gagné un gros trophée collectif. Donc bon, à partir de là, chacun son avis, mais l'institution n'est jamais dépassée par un joueur. Et après, le fait qu'ils disent qu'il est changé, c'est clair que dans la mentalité, déjà le fait de changer d'avis une semaine ou 2 semaines avant, faire monter les enchères dans les médias, alors que t'as toujours critiqué le PSG depuis 1 an et t'étais prêt à venir au Real Madrid, ouais, il a changé de posture, il a un peu tendu son cul aussi Mbappé de l'autre côté. Le fait aussi, maintenant qu'il fait le chef, parce qu'avec ses valeurs, il veut pas participer à des trucs qui ne correspondent pas à ses valeurs. Frère, ok, mais t'es un professionnel, t'as signé pour ça. T'as signé pour être dans les publicités. Tu réponds pas à ton contrat, tu touches pas ta prime, t'as des pénalités. Ok, dans tous les cas, l'argent, c'est pas ça qui va lui manquer. Mais quand tu signes quelque chose, t'es professionnel jusqu'au bout. Si t'es capable de dire non à ce genre de truc, il est capable, le mec, de te faire un caca nerveux pour autre chose. Et ça, malheureusement, du côté professionnel dans les plus grands clubs du monde, quand il y a des millions d'euros en jeu, que je le répète, bah malheureusement, t'as pas le choix. Tu touches des millions grâce au club, donc c'est normal que tu rendes au club ou à l'institution qui te signe des services. Tu peux pas faire ta star et comme tu as envie. Malheureusement dans le football professionnel, c'est comme le club veut et pas comme toi tu veux. Ça s'appelle le respect et bien sûr l'institution au-dessus du joueur. Et après un mec qui change bien sûr des rêves pour de l'argent, parce que je suis désolé, le projet sportif du PSG, certes gagner la première Ligue des Champions du PSG, c'est très bien. Mais je veux dire, une Ligue des Champions à Paris ou une Ligue des Champions au Real Madrid, ça a le même poids dans ton palmarès et le même poids dans l'histoire. Il n'y a que les Français qui en font des caisses en disant la première Ligue des Champions du PSG. Il n'y a que les Parisiens qui en font des caisses de ça. Donc à partir de là, ça encore c'était le premier club français à la gagner. Mais même pas parce que du coup c'est Marseille. Et c'est ridicule que tu gagnes la Ligue des Champions en Italie, en Moldavie, en Biélorusse, au Real, etc. C'est pareil, ça reste une Ligue des Champions. Et dans tous les cas, t'affrontes les équipes et tout ça. Et le PSG, en plus, en ayant une meilleure équipe que le Real, n'a pas réussi à la gagner. On les a même poutrés au passage. Pour te montrer à quel point on n'a pas besoin de lui et que lui s'est trompé. Pour un projet sportif entre le PSG et le Real Madrid, mais jamais tu choisis le PSG. Mais bon, chacun sa merde quoi. Sa mère a fait pression. Alors là il dit je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je crois que sa mère voulait qu'il vienne à Madrid parce qu'il s'agissait de son rêve. Je n'ai pas parlé avec elle, mais on nous a fait savoir qu'elle était embarrassée par la situation. Lorsque quelqu'un prend une décision et que les circonstances changent, vous devez la respecter. Il n'est pas venu parce qu'il ne voulait pas. Et sa mère, c'est vrai que par contre, elle a fait une zumba médiatique incroyable. Et il est clair que le clan Mbappé a fait une zumba médiatique incroyable. Quand tu vois Haaland qui a annoncé sa décision début mai pour être tranquille tout l'été, le mec n'a pas fait de Zumba, pourtant le Real le voulait, City le voulait, etc. Il a direct pris sa décision et terminé. Mbappé, il savait que le PSG voulait le garder, que le Real voulait le prendre, potentiellement Liverpool aussi, mais c'était que PSG Real la décision. Mbappé, il a fait un cirque pas possible. Il a fait monter les enchères au lieu de dire sa décision tout de suite. Frérot, si tu voulais rester, tu le disais tout de suite et tu cassais pas les couilles. Pas obligé d'attendre du coup 15 jours, etc. Mais tu vois, Mbappé, il a pas la même mentalité que Haaland, pas le même entourage. Et l'entourage qu'on disait aussi cool que ce que tu veux par rapport à sa façon de communiquer qui est pourtant incroyable à son âge, en termes de maturité, tout ça, pour le coup dans cette histoire, ils ont bien merdé. Et sa mère qui a pas arrêté aussi de dire que le Real n'a pas fait d'offres, que les offres étaient équivalentes alors que pas du tout. Tu vois aussi là, il y a un peu ça prêche le vrai pour savoir le faux. Et si Pérez dit qu'il sait pas et qu'elle était embarrassée, peut-être que c'est vrai, mais apparemment, c'était pas forcément le cas. Sinon après, pourquoi n'a-t-il pas signé un pré-contrat dès janvier ? Parce que tout simplement, tu pouvais pas le faire. Il faut d'abord communiquer à son club que l'on discute avec le joueur. On l'a pas fait pour ne pas porter préjudice à Mbappé, pour ne pas lui mettre la pression sur les épaules, alors qu'il avait déjà Macron, la France et aussi l'émir du Qatar et le Qatar sur le cul. C'était chaud. Il ne pouvait pas publiquement dire qu'il demande à négocier avec le Real Madrid pour des questions de sponsors, de contrats, etc. Les Madridistas ne veulent plus de Mbappé. Ils sont déçus, mais le Mbappé qu'ils voulaient venir au Real Madrid n'était pas ce Mbappé. Donc dans l'attitude, dans la façon de faire, etc. Et il a bien raison. Non, on est bien déçus, on veut pas de starlet, nous, chez nous. Vous continuez de penser qu'on le verra à Madrid. Il a dit aujourd'hui non, parce que ce Mbappé n'est pas mon Mbappé. Mais s'il change, la vie prend 1000 directions. Je pense qu'ils l'ont rendu confus et il est très jeune. Je lui souhaite le meilleur, je ne lui souhaite aucun mal, mais j'ai cru à son rêve. Donc là, tu vois, ça veut dire vraiment que Mbappé, il a à 80% actuellement, même 100% actuellement, la porte fermée du Real Madrid. Mais si en prenant un peu plus de maturité, en prenant un peu plus de recul sur la situation, il se dit que je me suis trompé, et du moins qu'il revient dans un mood où je suis professionnel, où je mets pas mes exigences au-dessus d'un club, etc., au niveau salarial, au niveau des prises de décision, dans le poids sportif et tout ça, peut-être qu'il pourra revenir en 2025, enfin venir en 2025, peut-être.
quand il finira le contrat avec le PSG. Parce qu'il est clair que le Real Madrid ne donnera pas un centime au PSG. Ça c'est clair. Et il est clair que oui, comme il dit, son rêve, malheureusement, il pensait que c'était de venir au Real. Finalement, l'argent et certains trucs ont eu raison de ça, la pression. Et donc il est un peu déçu. Après, ils ont dit, ce feuilleton a porté préjudice au dossier Haaland. Alors ça n'avait rien à voir, nous avons le meilleur attaquant du monde, Benzema, et il est incompatible avec Haaland. Alors moi par contre je suis pas d'accord parce que Haaland et Benzema, s'ils avaient joué en 4-4-2 du coup à 2 ou Benzema peut-être dans un 4-2-3-1 en retrait de Haaland en tant que numéro 9,5 ou 10, ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait. Après, Benzema a tellement pris de niveau de galon au niveau Ballon d'Or aujourd'hui que le détrôner de la pointe de l'attaque, ça aurait été contre-productif parce que le mec est tellement bon aujourd'hui, il y a tellement peu d'équivalents en termes techniques, tactiques, physiques que Benzema et finisseurs que Benzema actuellement, que mettre Haaland au milieu dans ses pattes, ils se seraient peut-être marché dessus, ils auraient peut-être pas été à 100% de leur potentiel ensemble au début parce qu'il aurait fallu quand même un temps d'adaptation. Et Haaland en plus, lui c'est la pointe et pas autre chose. Qui est deux attaquants ou pas, lui c'est la pointe de la pointe. Et Benzema, maintenant qu'il a laissé repère en tant qu'attaquant de pointe, en tant que finisseur, ce serait dommage de le remettre comme avant en tant que soutien d'un autre attaquant, comme avec Ronaldo à l'époque. Du coup, ce serait contre-productif de ne pas profiter en tout cas d'un Benzema qui peut encore jouer comme ça un an ou deux et pourquoi pas remporter encore plus de ballons d'or. Après, le fait que Haaland n'est pas venu à cause de Mbappé, c'est vrai que de base, si Mbappé n'était pas venu, peut-être que le Real Madrid aurait quand même tout mis sur Haaland pour le sécuriser. Mais pour le coup, Haaland a une clause libératoire qui commence en 2024, donc dans 2 ans. Donc il aura le temps de prendre un peu plus d'âge, d'être un peu plus mûr, de faire 2 ans pleines avec City en première ligue, dans un grand club en tout cas, dans une des meilleures équipes avec un des meilleurs coachs, etc. Pour pourquoi pas marquer des buts, marquer les esprits dans un grand championnat, si c'était le meilleur championnat européen et du monde. Plus pourquoi pas faire des trucs en Ligue des Champions autre qu'avec Dortmund, qu'il a d'ailleurs frustré parce qu'il a remporté qu'une Coupe d'Allemagne là-bas, il aurait bien aimé remporter la Bundesliga. Malheureusement, il était mal entouré contre la concurrence du Bayern. Mais c'est vrai que Haaland à City peut passer encore un cap. Voir si ses blessures à répétition vont s'arrêter, voir s'il peut prendre de la forme, s'il peut avoir de la régularité et marquer énormément de buts dans un des meilleurs championnats du monde, si ce n'est le meilleur. Et puis voilà, et après en 2024, s'il y a la clause entre 120 et 150 millions, le Real peut très bien la payer si le joueur est hors norme encore à ce moment-là, voire encore plus hors norme qu'avant, parce qu'il aura 24 ans, l'âge auquel Ronaldo est venu au Real Madrid. Ça pourrait être un signe pour lancer après une nouvelle dynastie avec Haaland au Real Madrid. Ça pourrait être bien. Mais il est clair que Haaland, c'est possible qu'il vienne en tout cas pour remplacer Benzema. Et comme il a dit à juste titre aussi Pérez dans une autre citation, Benzema, aujourd'hui, ça sert à rien de lui acheter un concurrent, d'avoir un neuf qui coûte cher pour être remplaçant et d'avoir un neuf qui n'aurait pas sa place sur le terrain. Aujourd'hui, il faut des jeunes comme Mayoral qui reviendra de près de Retafe ou Latassa qui monte en équipe première du Castilla pour simplement épauler Benzema. Il faut un attaquant qui vienne épauler Benzema, pas forcément le concurrencer ou prendre sa place parce que c'est Ballon d'Or et il n'y a personne qui pourrait lui prendre sa place, sauf catastrophe industrielle ou si jamais vraiment il est blessé ou quoi, mais avoir un neuf qui sera remplaçant, qui coûte cher, ça sert à rien. On parlait de Gabriel Jesus, mais malheureusement il a une place extra-communautaire et comme Vinicius, Rodrigo Militao sont déjà là et que Vinicius n'a pas encore son passeport espagnol, ça bloque tout transfert de joueurs étrangers, du moins à l'Europe, qui n'ont pas les passeports européens. Mais du coup, avoir un mec comme ça, à la limite qui accepte d'être remplaçant, pourquoi pas, mais il faudrait qu'il se contente des miettes. Et Benzema, dans la rotation, il va peut-être rater quoi, un match sur 4, un match sur 3 peut-être, et encore qu'il va toujours rentrer en jeu au bout d'un moment. Donc tu vois, forcément avoir un neuf qui coûte cher, c'est contre-productif. Parler du Bernabéu, alors les travaux seront terminés dans approximativement 1 an, à la fin de la saison prochaine. La guerre a eu 2 effets, le manque de matériaux et la hausse des prix. Mais on va résoudre ces problèmes, parce qu'actuellement la dette du Real Madrid sur de 600 millions d'euros et quelques, est principalement tenue à cause du stade, et il est clair que les travaux ont pris du retard à cause de la guerre en Ukraine que vous connaissez tous, les matériaux, la flambée des prix, qui ont augmenté un petit peu les coûts justement du stade, avec les entreprises annexes. Mais du coup, ça va être terminé en 2023, et le stade sera vraiment magnifique avec le revêtement intégral, et j'ai vraiment trop hâte d'y aller à Madrid une nouvelle fois, comme je suis déjà allé plusieurs fois voir des matchs au stade. La dernière fois c'était en septembre contre Mallorca, que le stade était encore en travaux bien sûr, avec des zones un peu fermées, du coup j'ai pas pu visiter encore une fois tout le musée comme j'ai fait auparavant 2016 et 2017, mais du coup c'est clair qu'en 2023 quand le stade sera tout fait avec le revêtement, le stade entier et tout ça, ce sera incroyable, un des stades les plus modernes et les plus beaux du monde, à n'en pas douter. Zidane, entraîneur du PSG, alors il a dit je ne sais pas, en tout cas il a toujours été un homme du Real Madrid et de la sélection française, c'est ce que je sais de lui. Déjà à l'époque, Zidane aurait pu même entraîner la Juventus en quittant le Real, pour rejoindre Ronaldo justement en 2018 là-bas, mais il a pas voulu, il voulait faire un break, il voulait après revenir du coup au Real Madrid pour nous sauver un petit peu, c'est ce qu'il a fait avec succès du moins en Liga, pas en Ligue des Champions, mais après derrière lui, ce qu'il veut c'est l'équipe de France. S'il allait au PSG maintenant, sachant que Deschamps, en plus ils ont fait une disaster
masterclass en Ligue des Nations en étant dernier du groupe pour l'instant et pas qualifié pour la phase finale. Si la Coupe du Monde se passe mal, il se peut que Deschamps saute parce qu'il aura fait une fin de cycle. Ça fait maintenant, puis il est là quand même depuis 2014, Deschamps. C'est quand même du coup assez énorme et important comme carrière en tant que sélectionneur. Du coup, il se peut que Zidane prendra la main après ça. À moins que Deschamps, vu qu'il a gagné le mondial et une Ligue des Nations, bah, il reste en tout cas en place parce qu'il sera peut-être intouchable. Mais Zidane veut compter sur la nouvelle génération des Mbappé, Nkunku, Coman, etc. Tchouaméni, tout ça, pour créer une équipe de France à son image sur plusieurs compétitions et pourquoi pas tout gagner aussi, Euro, Coupe du Monde avec la sélection. Zidane, c'est un mec qui a de l'ambition, qui a tout fait en club avec le Real Madrid, qui aurait pu pourquoi pas aller à la Juve, un autre de ses clubs de cœur dans lequel il a joué en tant que joueur, pour gagner des titres en Serie A, pourquoi pas entraîner en Angleterre pour gagner aussi des titres en Première Ligue, mais il n'y avait aucun projet qui l'intéressait vraiment, ni Chelsea ni Manchester United, qui était trop en chantier pour lui. Et donc au bout d'un moment, tu vois, t'as pas trop le choix. Et lui, il veut la sélection française absolument. Le PSG, certes, il est marseillais de base, mais il a jamais joué pour Marseille. Donc au final, entraîner Paris, c'est pas, tu vois, une immondice ni une trahison. Mais de l'autre côté, c'est vrai que les valeurs du PSG ne sont pas forcément les siennes. Et donc forcément, ça pouvait poser problème. Et lui, il a rejeté plusieurs fois le PSG, qui est Mbappé, Messi, etc. ou Neymar. Ça a pas pesé lourd dans sa décision. Et pour l'instant, ça parle plus de Galtier, entraîneur du PSG, que de Zidane. Après, si Zidane va au PSG, tant mieux pour lui. Il pourra participer à pourquoi pas remporter la première Ligue des Champions avec Mbappé du PSG. Ce qui serait sympa, anecdotique pour eux, mais une Ligue des Champions, ça reste une Ligue des Champions. Que tu sois au Real ou à Paris, c'est pareil. Mais après, voilà, que chacun fasse son projet comme il l'entend, chacun vive comme il l'entend. C'est la situation de Zidane qui compte, c'est la sienne, c'est sa vie, c'est pas la nôtre. Après, il a parlé des incidents globalement de Paris avec la finale. Il a dit que c'était pas normal, qu'ils ont demandé des explications à l'écrit à l'UEFA, au gouvernement français, que les fans de Liverpool ont été accusés à tort, que même ceux de Madrid ont eu des agressions, des vols, de la violence, etc. Et ils ont dit que le Stade de France était un des pires endroits, quasiment, où, pour avoir un lieu, je veux dire, qui n'avait rien à voir. Je veux dire, en plus, l'organisation s'est faite très rapidement, que c'était pas non plus la sécurité au top du top, que c'était pas digne professionnellement d'une finale de Ligue des Champions et que c'était vraiment horrible quoi. C'était horrible. Mais après bon, à partir de là, qu'est-ce que tu voulais faire? Il dit même qu'il pensait peut-être que le PSG allait éliminer le Real Madrid et du coup aller en finale, etc. jusqu'au bout. Mais en tout cas, il dit que c'était pas un bon choix de stade. Après, il a terminé du coup l'interview en disant que maintenant qu'on est numéro 1 des tendances, on peut du coup arrêter l'émission. C'est le boss du game, en tout cas il a parlé de pas mal de choses. Après voilà, l'interview dure encore un petit peu de temps avec des choses un petit peu futiles et tout ça, mais j'ai dit notamment le plus gros qu'il y avait à dire. Et en tout cas j'espère que cette vidéo résumée de l'actualité du Real avec notamment les paroles de Pérez, le GOAT des présidents en tout cas du football mondial, vous a plu. Je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche et me donner en commentaire tous vos avis sur la vidéo mais aussi sur les paroles de Pérez. Je vous mets du coup en description le lien de Real France qui avait notamment recopié l'interview en français directement sur leur site, du coup vous pouvez notamment la checker et la relire. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!